Allez, faites un effort pour une fois. Imaginez. C'est le jour J, l'élection, c'est maintenant. Seulement voilà, il fait beau, c'est les vacances, alors on ne voit pas l'intérêt de se déplacer dans un bureau de vote. Et toutes les excuses sont bonnes. Non, demain je peux pas, j'ai PC. Mais il y a aussi des abstentionnistes convaincus. Pour ce suffrage, ils battraient même tous les records d'après les sondages. Tiens, comme il y a 10 ans. 17,4%. Lionel Jospin est éliminé. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Pour éviter ce genre de psychodrame, Stéphane Guyot ira bien aux urnes. Et il sait déjà quel message adresser aux candidats. Carton blanc. Pas vraiment un carton, plutôt un bulletin. À regarder l'offre de plus près, Stéphane Guyot a préféré être lui aussi président. Oui, président d'une association qui milite pour la reconnaissance du vote blanc. Le vote blanc permettrait, s'il était pris en compte dans les résultats, de clairement adresser un message aux hommes politiques qui consiste à dire « je ne suis pas convaincu par votre programme, je veux autre chose ». On doit pouvoir voter par adhésion et non pas par rejet. Le vote blanc sert à ça. La Suède est le seul pays européen qui reconnaît le vote blanc pour les référendums depuis 6 ans. Voyons ce qu'en pense Magnus Falkehed, correspondant suédois vivant à Paris. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on comptabilise les votes blancs. C'est un droit démocratique comme d'autres de dire que je n'ai pas envie de choisir. Pourquoi pas ? Par contre, si c'est quelque chose qui va être une solution contre l'envie de protester ou l'envie de s'exprimer autrement, je ne pense pas que ce soit vraiment là. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a vu en Suède. En Suède, on a vu une autre évolution plutôt contraire à ça. Ça pourrait influencer sur le résultat, notamment pour les petits partis qui pourraient plus simplement entrer au-dessus du seuil de 4%. Pour l'instant, seuls François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan souhaitent reconnaître le vote blanc. Mais pour notre confrère scandinave, la solution contre l'abstention est ailleurs. Quand on a des politiques qui font leur travail, chez nous, en tout cas, ça a augmenté la participation et ça fait baisser inversement donc l'abstention. Voilà pour la question du vote blanc. Là, nous allons revenir au vote bien réel, celui qui a lieu, donc vous le savez, dans 4 jours. Nouvelle personnalité sur le plateau de France 2012. Michel Sapin, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes en charge du projet auprès de François Hollande. Vous avez élaboré donc ce projet. Lorsque vous entendez, non pas parler du vote blanc, mais aujourd'hui de plus en plus de personnalités, dont Daniel Cohn-Bendit, dire, c'est joué, François Hollande va être élu. Vous êtes plutôt dans la même vision, euphorie, ou vous dites attention, rien n'est joué, on essaie de nous piéger? Non, on vient de parler de vote blanc ou d'abstention. Le meilleur moyen pour pousser au vote blanc ou pour pousser à l'abstention, ce serait de dire que tout est joué. Dans une démocratie, il y a un principe d'une simplicité enfantine. C'est l'électeur qui décide. Le vote, c'est un bulletin qui est glissé dans une urne. Ce qui se passe avant peut être un élément d'éclairage. Les sondages vous font plaisir quand même, qui donnent très largement. Il vaut mieux, en tête et c'est François plus Hollande. agréable de faire campagne avec des sondages comme ceux que nous connaissons qu'avec l'inverse. Je préfère être à notre place qu'à la place des autres. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Parce que rien n'est décidé, rien n'est fait. C'est l'électeur qui décide. Et donc, vraiment, je conseille à uns et aux autres, Cohn-Bendit le premier, d'éviter ce genre de phrases qui, en plus, sont peu respectueuses vis-à-vis de l'électeur lui-même. L'électeur décidera, et jusqu'au dernier moment, c'est lui qui fera le vote. Alors, regard personnel sur cette élection, regard de Serge Moiti et ses caméras indiscrètes. Là non plus, je ne fais pas les présentations. Non, on se connaît un peu, oui, on se connaît un peu. C'est vrai. Depuis quelques années, et y compris dans sa région, à lui, à Michel Sapin. Il a même visité les fouilles d'Argentomagus. Exactement. La ville antique d'Argenton-sur-Creuse. C'est magnifique. C'est préside au Destiné aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Alors, et donc, on vous laissera peut-être évoquer nos souvenirs après, peut-être. Mais en tout cas, j'ai effectivement accompagné François Hollande le 6 et le 7 avril. Vaux-en-Velin, Trappes, Creil, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, enfin les cités. Bon. On parlait d'abstention. Abstention énorme là-bas. 30 à 45% à 55% d'abstention. Chômage des jeunes, environ 43%. C'est énorme. Enfin bon. Et il était très important que votre candidat y aille là-bas. Et parce qu'il fallait sortir ça aussi. Bah, lui, il y va. Il y va. Et il a été bien accueilli. Et il s'est passé, à mon avis, un des moments les plus forts de sa campagne. Enfin, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché, la façon dont il a parlé aux gens et la façon dont il a été accueilli. Regardez. On regarde votre reportage.
salue tous, d'Aulnay, de la Seine-Saint-Denis, tous ces habitants des quartiers populaires qui espèrent, qui attendent, qui exigent le changement, le changement. Je reviens d'un parcours qui m'a conduit en 48 heures de Vaud en Velin à Aulnay, ce que l'on appelle la banlieue et qui est tout simplement la France. La France. Je suis socio-sexologue sur la ville et suite à ça, j'ai pu dresser un constat très alarmant en fait au niveau de la sexualité. Il y a une méconnaissance totale du corps en fait de la part de ces femmes en dessous du nombril, elles le disent très clairement. Et quand il y a un enfant en fait, en creusant un peu, on se rend compte que les grossesses précoces, c'est un moyen de se protéger, je le dis très clairement. En devenant maman, je suis respectée, au moins je me fais plus draguer constamment, je me fais plus siffler, je me fais plus insulter. Et c'est un constat qui est quand même très très présent sur la ville des Ulysses pour les jeunes femmes déscolarisées et sur le département aussi. Je revois ces mères courageuses avec qui j'ai échangé aux Ulysses, dans l'Essonne, et qui luttent chaque jour pour rester debout et qui, malgré tout, se battent pour permettre à leurs fils et leurs filles de vivre mieux qu'elles. Eh bien, je voulais, ici, à Aulnay, vous lancer cet appel. Faites peur à ceux qui font des quartiers une menace. Vous n'êtes pas une menace. Si l'on vous donne confiance en vous, vous êtes une chance pour la France. Alors c'est vrai qu'on vote peu dans les banlieues, c'est un enjeu important en termes de politique, en termes de rassemblement des Français. Oui, on peut le voir par le biais de... Pardon. Non, mais on peut le voir par le biais de la participation, de la nécessité de venir voter. On peut le voir aussi par le biais du fait que ce sont des électeurs qui peuvent apporter une contribution à l'élection de tel ou tel. Mais au fond, ce n'est pas le plus important du message. Le plus important du message, c'est de dire que, oui, François Hollande le dit bien, vous êtes la France. Vous êtes une chance, vous n'êtes pas un danger, vous n'êtes pas une menace. Vous êtes une solution, vous n'êtes pas une menace. Et ça s'oppose à quoi? À ce qui peut être partagé par beaucoup d'autres et dont il faut parfois nous-mêmes nous méfier. Le sentiment que c'est à côté et que même c'est contre. Et qu'on oppose une catégorie de Français, les autres, à cette catégorie de Français. Ou même à l'intérieur de ceux qui étaient là, une catégorie qui serait là depuis toujours à une autre catégorie qui serait là depuis moins longtemps, ou une catégorie qui aurait une couleur à une autre catégorie qui aurait une autre couleur. Cette souche. Donc c'est ça qui est très important comme message. Ils font partie de la République. Il peut y avoir des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que dans ces quartiers, les logements sont moins chers, donc c'est là qu'on met ceux qui ont le plus de difficultés. Donc, quand vous parliez de 40 et quelques % de chômeurs parmi ces jeunes, c'est fou. Donc c'est vrai que c'est dans ces quartiers qu'il faut agir. C'est là, par exemple, que les emplois dits d'avenir, il faut les mettre en priorité. 150 000 emplois d'avenir. Et c'est là en priorité. Donc il faut répondre à ces problèmes. Mais il ne faut pas que ce soit des mots, il ne faut pas que ce soit des slogans. Non, vraiment, c'est tellement important. Il faut répondre à ces problèmes pour dire qu'ils sont dedans. On répond non pas parce qu'ils sont différents, on le répond parce qu'ils sont dedans. Ils sont dans ce pays, dans la République et dans le mouvement. Et puis, il y a eu l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation des quartiers. Il a pris des engagements forts pour dire on va continuer cette agence nationale. Mais pas seulement le bâti, parce qu'on a fait du bâti. Et le gouvernement a fait du bâti. Fadel Amara, d'ailleurs, qui avait lancé tout ça. Maintenant appelle à voter Hollande. Pour Hollande. C'est important. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pas seulement du bâti, mais priorité dans ces quartiers, a dit Hollande. L'emploi, l'activité économique et la tranquillité publique, la sécurité. C'est très important qu'il ait dit ces trois choses-là. Et ce qui me paraît important de ce petit reportage-là qu'on a vu, c'est pas pour dire que le reportage est bien. Ce qui est important, c'est qu'il a écouté. C'est pas simplement un meeting où les types parlent, les leaders comme ça parlent. Il a écouté. Je ne sais pas si vous avez vu comme il a écouté. Il semblait ému par ce que lui disaient ces dames. Et ça me paraît, pour moi, très important qu'il ait pu s'immerger comme ça 3 jours dans ces quartiers qui sont, comme on dit souvent, les territoires perdus, vous savez. Et c'est très, très important. Ce n'est pas les territoires perdus, c'est la France.
Tout à fait. Moi, j'ai peu de choses à ajouter. Écouter, c'est aussi rencontrer. J'en connais qui ne peuvent plus aller dans ces quartiers-là. Parler de sécurité, c'est dire que la sécurité, ce n'est pas les quartiers contre les autres. C'est dans ces quartiers-là que les questions de sécurité créent le plus d'inégalités. Et c'est ces quartiers-là qui ont le plus besoin de sécurité, parce que c'est là où il y a le plus de difficultés. Donc, parler de sécurité, ce n'est pas parler contre les quartiers. Parler de sécurité, c'est parler pour les quartiers. Et je pourrais prendre comme ça un certain nombre d'exemples. L'école, c'est absolument décisif. 43% qui sont au chômage. Parmi ceux-là, il y en a qui sont des diplômés au chômage. C'est encore plus difficile pour eux. Mais il y a aussi une proportion importante d'échecs scolaires. Donc l'école, mettre plus de moyens. François Hollande dit qu'il faut 60 000, créer 60 000 emplois. Mais il dit c'est pas partout. On fait pas. C'est pas Neuilly et Sarcelles ou les Ulysses pour reprendre. C'est là où il y a des besoins. Là où il y a des besoins qu'on doit mettre ces moyens. Merci pour cette caméra intimiste et subjective, donc qui nous a permis de vous accompagner dans les banlieues. Nous allons recevoir un autre chroniqueur, autre regard donc personnel. Je voudrais vous demander, on a fait un tour d'horizon international dans ces émissions. La particularité, c'est qu'à l'international, François Hollande n'est pas connu. Déficit de notoriété, il a peu voyagé. Est-ce que ça positionne pour peut-être représenter dans quelques semaines la France au G20 ou dans les grandes réunions internationales? Oui, mais j'entends souvent dire cela. Il a peu d'expérience internationale ou il est peu connu à l'international. Vous pensez que Nicolas Sarkozy était connu à l'international avant d'être président de la République? Vous pensez que Obama était connu à l'international avant d'être élu président des États-Unis? Au fond, dans ce domaine-là, c'est la fonction qui fait la stature internationale. C'est la fonction qui fait la notoriété. Et j'ai le sentiment que la notoriété de François Hollande augmente très très vite en ce moment à l'étranger, parce que l'étranger s'intéresse quand même à ce qui se passe en France. Quels sont les dossiers sur lesquels vous diriez Nicolas Sarkozy a réussi les choses à l'international? Vous diriez l'Europe, vous diriez non, l'Europe, la Libye? L'Europe, je ne crois pas, parce qu'on voit bien l'état dans lequel est aujourd'hui l'Europe. Je veux bien que l'Europe ait traversé une crise très puissante, très forte, qui a bouleversé beaucoup de choses. Je pense que les réponses qui ont été apportées n'ont pas été les bonnes réponses. C'est-à-dire là où il peut y avoir des réponses tout à fait nouvelles à apporter pour l'Europe. Je ne dirais pas que c'est Nord-Sud. Je pense que la politique africaine, en tant que telle, on se souvient de ce terrible discours de Dakar, de Nicolas Sarkozy. Bon, peut-être qu'il y a eu quelques éléments de rattrapage. L'intervention en Libye, nous l'avons soutenue, nous avons pensé que c'était la bonne manière de faire, encore qu'il faut se préoccuper de ce qui se passe après, et de quel développement pour ces pays qui ont été libérés, comme on dit, par le printemps arabe. Alors, autre regard sur la situation politique française avec Darius Rochebin de la télévision suisse qui nous rejoint sur ce plateau. Quelles seraient les questions depuis Genève, effectivement, que vous poseriez à Michel Sapin? Bonjour Michel Sapin. Alors effectivement, il y a une curiosité grandissante autour de François Hollande à mesure des sondages. Et vu de loin, on pense évidemment à mai 81. C'est la référence, Mitterrand, l'alternance, le grand soir. Est-ce que vous sentez quelque chose de ça? À la fois, on sent beaucoup de cela et en même temps dans un contexte tellement différent. Beaucoup de cela, parce que c'est une des forces, peut-être parfois une faiblesse, une des forces de la gauche, c'est qu'elle s'inscrit beaucoup dans l'histoire. Elle a énormément de références. Quand on passe un film dans nos meetings, ça va commencer à Jaurès, même avant Jaurès, on va commencer à la Révolution, et puis ensuite vous avez Blum, et puis ensuite vous avez Mendes, et puis ensuite vous avez Mitterrand. Donc nous avons plein de références. Et à droite, il y a beaucoup plus de difficultés. Mélenchon le fait bien aussi. Oui, mais parce qu'il est dans cette même grande tradition de la gauche. De ce point de vue-là, c'est vrai que nous sommes dans la même famille. Donc oui, il y a mais vous sentez monter la vague en 2 mots? Je sens qu'il y a un mouvement de même nature. Je ne sais pas s'il ira jusque-là, jusqu'où il ira, s'il ira plus loin, je n'en sais rien. Mais dans un contexte très différent. Un contexte de crise, un contexte de difficulté, une France qui n'a jamais été en aussi mauvais état. Je ne vais pas reprendre tous les éléments, on y reviendra peut-être. Différence d'homme aussi, il y avait une fascination Mitterrand à ce côté retors, mais très brillant. Par rapport à François Hollande, vous êtes son ami de 35 ans, vous étiez dans la même chambrée à l'armée, c'est vrai? C'est ce qu'on dit, oui, enfin, c'est vrai. Il n'a pas du tout la même image. Il y a ce mot terrible dans la presse anglo-saxonne, on dit marshmallow, ce côté beaucoup plus normal, un peu mou. Oui, moi je remarque d'ailleurs que ces termes qui avaient pu être utilisés en d'autres temps sont de moins en moins utilisés, et les uns et les autres ont raison.
je vois que de plus en plus, chacun prend les affirmations aujourd'hui ou les propositions de François Hollande comme quelque chose de ferme dont il faudra savoir tenir compte. Mais si vous voulez me faire dire que les personnalités de François Mitterrand et de François Hollande sont différentes, oui, c'est vrai, elles sont très différentes. Il y a toute une culture, toute une tradition chez François Mitterrand qu'on ne retrouvera pas de la même manière chez François Hollande. Au fond, François Hollande, il est de son temps, il est d'aujourd'hui, il n'est pas d'il y a 30 ans. Michel Sapin, la référence à 81, parce que c'est vrai que dans tout le monde francophone, c'est la grande référence pour une victoire de la gauche. D'abord, la conversion à l'économie réelle, on se souvient tous d'un Mitterrand en première version qui était très socialiste. Et la rigueur en 83. Oui. Après, c'était tout le contraire, le culte de l'entreprise. On est revenu là-dessus ou ça reste comme ça? Moi, ça me gêne toujours si on me dit vous qui êtes socialiste, vous n'êtes pas pour l'entreprise. Moi, je suis socialiste, je suis pour l'entreprise, je suis pour la production. Je suis pour qu'on produise. Je sais qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas produit préalablement, même si je suis pour plus de justice, y compris plus de justice redistributive. Je sais aussi que les marchés sont des choses qu'il faut réguler, on en viendra, peut-être aussi sur les questions d'ordre financier ou de mouvement de capitaux, mais en même temps, rien ne remplace le marché. Et que ce n'est pas l'État qui est fait pour produire. L'État produit très mal des chaussures. Il y a longtemps qu'on dit ça. Par contre, il peut produire des politiques. Il peut produire des orientations qui sont, elles, très utiles au marché et aux entreprises. Dernière question, brève. 81, je vous file la comparaison. C'était l'entrée des communistes au gouvernement. Il y a une sorte de justice à ça. Est-ce que les mélanchoniens, mélanchonistes, je ne sais pas comment les appeler, il y a une justice à ce qu'ils entrent? Vous discutez déjà? Non, il n'y a pas de discussion parce que... Une logique? Mais il y a une logique. Aujourd'hui, nous sommes dans une élection présidentielle. Bon. Alors, la logique de l'élection présidentielle, et c'est pas une méchanceté de dire ça, c'est qu'il n'y a pas de négociation, ni avec les uns, ni avec l'autre. Il y a un premier tour, il y a un deuxième tour, il y a un candidat avec son projet et sa personnalité. Après, il y a des législatives, après, il y a l'action gouvernementale, font partie de la majorité ceux qui décident de faire partie de la majorité. Je peux vous dire une chose, c'est que les socialistes feront partie, si les électeurs le veulent bien, de la majorité. Merci pour ces questions. Je vous propose d'aller voir du côté d'Athènes la façon dont on suit cette campagne. Nous retrouvons Isabelle Malsan. Merci d'être en duplex avec nous. Est-ce que l'on suit la possible victoire socialiste, donc une autre politique peut-être, actuellement du côté d'Athènes? Bonjour, il y a un très très gros intérêt pour l'élection présidentielle française. Il y a beaucoup de Grecs, parmi eux les conservateurs, qui estiment qu'un changement de politique leur serait favorable. Tout ça en raison de l'accent qui est mis sur la croissance. Et François Hollande est même comparé au Roosevelt européen. Ah oui. Quand vous disiez qu'il n'était pas connu, en Grèce, en tout cas, il commence à être très connu. Et en l'état actuel, le problème, c'est que la situation grecque, elle reste très, très fragile, très incertaine. Il y a des élections le 6 mai, le même jour que la France. Et on parle même d'un troisième plan d'aide. Alors ma question, c'est est-ce que M. Hollande, s'il est élu, continuera de soutenir la Grèce, qui fait des efforts d'assainissement, mais qui peine à remplir toutes les conditions demandées? Réponse de Michel Sapin, peut-être un mot sur le Roosevelt européen qui doit vous plaire, mais répondons directement à notre consoeur. Oui, non, je ne reviens pas sur le Roosevelt, mais je pense qu'il y a besoin en Europe aujourd'hui d'hommes d'État et de femmes d'État, mais d'hommes et de femmes d'État qui soient à la hauteur de la situation. Car la situation de l'Europe est difficile, mais en même temps, comme toujours dans ces cas-là, c'est peut-être le moment du rebond. C'est peut-être le moment où on avance, où on crée des politiques qui sont des politiques qui répondent à la situation. Alors, pour répondre à la question, au fond, pour la Grèce comme pour d'autres pays, parce que je ne voudrais pas isoler ou stigmatiser la Grèce, même si c'est un des pays aujourd'hui le plus en difficulté, de quoi l'Europe a besoin? Elle a besoin premièrement de stabilité et de solidarité. Il faut stabiliser la question de la dette souveraine et il faut être solidaire des pays qui sont dans la difficulté. La deuxième chose dont elle a besoin, c'est bien entendu de discipline budgétaire, parce que chacun sait bien, dans les uns comme dans les autres pays, qu'on ne peut pas continuer avec des stocks de dettes aussi importants, qui fait qu'on paye plus, en France en tout cas, d'intérêts chaque année pour rémunérer les capitaux qui nous ont été prêtés que de profs. Je préfère qu'on paye des profs en plus que des intérêts en plus. Et la troisième chose, et c'est peut-être là où il y a une forme d'espoir qui se lève avec l'élection de François Hollande, il faut des politiques de croissance. Aucun pays ne peut s'en sortir s'il n'y a pas de la croissance. En Grèce, vous me direz si je me trompe sur les chiffres, je dois me tromper à quelques unités près, mais ça fait 5 années de suite où on est en récession. Ça fait plus de 35% du PIB, je crois, qui a disparu en Grèce. Comment voulez-vous redresser un pays qui ne cesse de s'affaiblir? Donc il faut des politiques de croissance. Donc la Grèce pourra compter sur la solidarité en cas d'élection. Mais la solidarité, c'est une chose importante, mais pas seulement. Ouais. Pour essayer de mettre en place en Europe des politiques de croissance qui profitent à tous les pays. À la Grèce,
comme aux autres pays qui ont besoin de cette croissance. Isabelle, autre question. Et à l'inverse, M. Sapin, maintenant je vais prendre le rebours, le candidat UMP, lui, agite la menace d'une attaque des marchés sur la France si M. Hollande est élu. Et est-ce que vous êtes en mesure d'assurer en même temps que la politique de croissance que vous vantez, une politique de rigueur budgétaire qui permet de réduire les déficits et peut-être d'éviter le destin d'un autre socialiste, M. Papandréou, pour lequel la situation, ça s'est très mal passé pour lui. Oui, Isabelle, justement, parce qu'il avait une politique qui n'était pas assez rigoureuse. Les marchés sont parfois beaucoup plus intelligents que la droite elle-même dans ses critiques, et en tous les cas que Nicolas Sarkozy. Les marchés, ils veulent tout à la fois, mais il faut leur donner quelque chose de stable et de visible. Ils veulent de la stabilité au niveau européen. Donc ils veulent de la solidarité, parce que s'il y a un pays qui s'écroule, c'est l'ensemble des autres pays qui risquent d'être attaqués. Ils veulent qu'on diminue la dette. Et ils ont raison, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Et plus d'ailleurs on est endetté, plus on est dans la main des marchés. C'est une manière de se libérer des marchés que d'être moins endetté. Et ils veulent de la croissance. Ces mêmes marchés veulent de la croissance. Regardez toute la littérature actuelle. Il y a même dans le Financial Times, il y a quelques jours, eu un grand éditorial qui disait, c'est François Hollande qui a raison, s'il n'y a pas de la croissance en même temps que le sérieux budgétaire, on n'y arrivera pas. Donc c'est ces deux-là qu'il faut absolument mener de front et qui permettra à l'ensemble de l'Europe de retrouver sa destinée, c'est-à-dire du progrès, une capacité à faire en sorte que chacun soit bien dans son pays, mais soit bien aussi ensemble en Europe. Merci Isabelle pour ces questions en direct d'Athènes. Autre regard, autre réflexion, avec naturellement la politique africaine qui serait celle donc, de François Hollande. Nous retrouvons Denise Poté. Question. Michel Sapin, bonjour. Les sommets du G8 et du G20 ont toujours préconisé l'accroissement de l'aide publique au développement, mais elle n'a jamais atteint les 0,7% qui avaient été promis. Malgré un contexte économique difficile, est-ce que la gauche aura les moyens de tenir ces engagements qui jusqu'ici n'ont pas été respectés ? Alors, je comprends tout à fait la question, et vous disiez de manière plutôt bienveillante qu'on n'a jamais atteint les objectifs. Le pire, c'est qu'on est en train de s'en séparer, de s'en éloigner. Et parce que les difficultés budgétaires de chacun des pays font qu'il y a une forme de rigueur qui s'applique à tous les chapitres. Mais bon, quand il s'agit des autres, on est parfois encore plus rigoureux quand il s'agit de soi-même. Donc il y a un très grand enjeu de faire en sorte de maintenir, enfin, en tout cas de développer, d'essayer d'atteindre nos objectifs. Mais j'ajouterai une chose. Est-ce qu'on peut le faire avec les seuls outils existants aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Et c'est pour ça que nous sommes très attachés avec d'autres Européens à cette taxe sur les transactions financières qui permettrait d'une part de calmer un peu certaines transactions folles et donc de réguler un certain nombre de mouvements financiers, et en même temps d'apporter des moyens supplémentaires pour des politiques européennes, en l'occurrence. Nous souhaitons que ce soit au niveau européen en faveur du développement du Sud. Donc il ne faut pas simplement penser avec les vieux outils, qui peuvent être utiles, les coopérations bilatérales, même les coopérations européennes telles qu'elles sont menées aujourd'hui. Il faut inventer un nouvel outil de développement du Sud. Alors, la gauche prévoit de supprimer la cellule africaine à l'Élysée. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y aura plus de diplomatie parallèle et que la rupture dont on parle depuis 5 ans sera enfin une réalité ? La fameuse France-Afrique. Mais oui, vous connaissez bien, à la fois il y a une relation particulière entre la France et une grande partie de l'Afrique. Et les Africains sont les premiers à souhaiter que cette relation particulière, ne serait-ce que l'usage de notre langue, pas seulement, chacun des pays a aussi sa langue, parfois ses langues, mais donc l'Afrique est la première à souhaiter qu'on maintienne cette relation qui est une relation d'histoire, de confiance, de culture, de développement commun. Mais en même temps, ça ne peut pas se faire comme ça, comme si on était simplement dans une après-période coloniale. Comme si on traitait des pays africains d'une manière différente des autres pays qui ont besoin d'une aide ou de développement, ou des autres pays qui sont déjà aujourd'hui développés. Donc cette histoire de la France-Afrique, ça sera fini. Ça sera fini. Et quand je dis ça, je suis conscient que la France-Afrique, ça a été beaucoup la droite, mais pas seulement la droite. Ouais. J'en suis conscient. Tout à fait. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, même si la droite ayant été là beaucoup plus longtemps que nous, il y a un plus gros paquet de responsabilités. Donc vous dites là, il y aura une vraie rupture, pour reprendre un mot qui était à la mode il y a quelques années. Le mot de plus rupture de ne me gêne pas, surtout. Mais il faut de la transparence, il faut aussi de l'exigence, et de l'exigence morale, de l'exigence dans l'utilisation des fonds qui sont apportés à chacun de ces pays, mais même des exigences quant à l'utilisation des fonds de ces pays.
des fonds publics de ses propres pays. Voilà, il y a des pays qui bougent, il y a des dirigeants africains qui sont dans ce mouvement-là. Eh bien, il faut que la France, à la fois montre l'exemple, parce qu'il faut être irréprochable quand on donne conseil aux autres, pas se promener avec des billets dans les poches comme certains, et des valises. Bien, et il faut être irréprochable, et en même temps, il faut y aller, il faut être très dynamique, il faut être respectueux des autres. Le premier des respects, c'est à la fois de continuer notre tradition de relations particulières, privilégiées, et en même temps de considérer les pays africains comme des pays comme les autres, que l'on traite comme les autres, des partenaires. Merci. Denise pour ces questions. Vous savez que vous vous exprimez devant différents publics, les Français expatriés. 1 200 000 d'entre eux peuvent en tout cas participer aux prochaines consultations. Nous allons voir ces Français d'ailleurs. Français d'ailleurs, gros plan sur la ville de Londres, dont on dit que par rapport au nombre de Français qui y vivent, ce serait la 6e ville de France, donc un enjeu très important. Quelques témoignages avant d'aller plus loin sur la connaissance de ce public. C'est drôle comme les Anglais et les Français ne réagissent pas de la même façon. Quand on parle de politique de rigueur en Angleterre, c'est vachement drôle. Les Anglais, ils sont prêts à se dire « Ok, on rentre dans une politique de rigueur. À partir de maintenant, ça va être plus difficile. » Et finalement, ils font un peu ça pour leur pays. Étant une vieille londonienne, on ne peut pas imaginer ces retraites si précoces quand la durée de la vie s'est tant allongée. Je pense qu'il faut penser la retraite, la penser différemment, c'est-à-dire une diminution de l'activité. Je crois qu'il faut s'inspirer les uns les autres, entre guillemets. Et j'aimerais bien que les candidats se rendent compte que franco-français, ça ne marchera plus. Ça n'est pas possible. J'ai entendu parler des 60 propositions de François Hollande, mais c'est tout. En fait, ce que j'ai entendu, c'est François Hollande a proposé ces 60 propositions. Oui, c'est quoi les 60 propositions de François Hollande? Parce que nous, en Angleterre, on ne les a pas vues. Bon voilà, il y a un peu de pédagogie à faire. Mais je suis sûr qu'elle a Internet. Ouais. Et je suis sûr qu'il suffit qu'elle clique sur François Hollande 2012 et elle trouvera la totalité du projet de François Hollande et des 60 propositions. Voilà, le conseil est donné. Alors, eh bien, nous vous retrouvons. Comment peut-on mieux connaître, mieux définir, Hervé, cette communauté des Français qui vivent à Londres? Ils sont nombreux. Philippe, ils sont très nombreux puisqu'on les estime à plus de 350 000, entre 350 000 et 400 000 Français, avec l'Eurostar et puis cette période faste de l'économie anglaise dans les années 90. Cette population a quasiment doublé. On voit ici les chiffres. Exactement. Donc 50% d'entre eux travaillent dans le secteur tertiaire, donc beaucoup évidemment dans la city, beaucoup dans les restaurants, beaucoup de petits boulots aussi pour certains, mais ça leur a permis de se faire une chance. Il n'y a pas eu non plus de reflux avec la crise récente. Pour la très grande majorité, ils vivent dans le Grand Londres. C'est, comme vous l'avez dit, c'est la 6e ville française hors de France. C'est plus de Français qu'à Montpellier, à Rouen ou à Nancy. Il y a juste 2 consulats généraux, puisqu'il y en a un également à Édimbourg. Donc on trouve quelques Français. Ils sont un peu plus de 5000 à Édimbourg. Cette masse de Français en Angleterre, ça représente 85% des électeurs de la 3e circonscription pour la prochaine législative. C'est naturellement. Alors, comment ont-ils voté ces Français établis hors de France, établis en Grande-Bretagne, plutôt pour Nicolas Sarkozy? Oui, tout à fait. Alors déjà, on peut noter qu'il y a seulement 30% d'entre eux qui ont participé. Certains ont sans doute retraversé le Channel pour venir voter en France. Au premier tour, c'est Nicolas Sarkozy qui est effectivement arrivé en tête avec 40% des voix. Ségolène Royal a recueilli 31%. Et on peut noter le bon score de François Bayrou avec plus de 20%, 21,6%. Et au second tour, la victoire donc, de Nicolas Sarkozy a été confirmée avec 53,3%, soit guère moins que le score réalisé effectivement en France. Alors avant que vous me posiez cette question, rappelons ce sondage il y a quelque temps qui montre une forme de rééquilibrage sur les Français établis hors de France dans le monde entier. Pratiquement, le deuxième tour montrerait 50-50 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, donc une sorte de rééquilibrage. Question ? Oui, j'avais une question par rapport à l'éducation, qui est un thème important, et particulièrement à Londres, où on manque de place dans les lycées français. J'ai cru comprendre que le Parti socialiste souhaitait revenir sur la mesure de gratuité dans les lycées français appliquée depuis 2007 en terminale première et seconde, pour privilégier peut-être davantage un système de bourse. Donc je me questionnais un petit peu pour savoir pourquoi revenir sur une mesure qui apparaissait comme plutôt un progrès social. Alors, comme je préfère ne pas avoir l'air idiot,
Je n'ai pas la bonne réponse, parce que je ne sais pas s'il y a une proposition de cette nature. En tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas dans les 60 propositions du projet de François Hollande. On n'est pas rentré suffisamment dans le détail. Peut-être que dans le débat local et entre les candidats aux législatives, cette question est traitée. Je vois bien ce qu'il peut y avoir derrière, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'efforts pour ceux qui n'arrivent pas à aller parfois même dans ces collèges ou dans ce lycée, et une participation pour les plus aisés d'entre eux au paiement. Mais si c'est la crainte et que ça crée plus d'inégalités, certainement pas. L'ensemble des propositions de François Hollande, c'est fait pour en sorte qu'il y ait plus de justice, y compris plus de justice à l'école, y compris à l'école à l'étranger pour les Français. Merci Hervé sur ce gros plan donc sur les Français établis actuellement à Londres. Un mot, est-ce qu'actuellement vous pouvez nous dire si dans la coulisse des contacts sont pris avec les chefs d'État ou de gouvernement internationaux pour préparer un possible dialogue? Après tout, il y a un rendez-vous, il y a un agenda international qui est très nourri au cours des prochaines semaines, quel que soit le président. Donc ça travaille en coulisses? Nous sommes dans une élection, nous ne sommes pas élus, nous sommes encore moins en responsabilité, et donc il y a, je crois, une décence nécessaire et un respect, je le disais au début, des électeurs qui s'impose à nous. En même temps, les autres s'intéressent aussi à nous. Les autres chancelleries, les représentants de ces États, les ambassadeurs, etc., ont beaucoup de contacts avec nous parce qu'ils veulent bien comprendre quelles sont les propositions de François Hollande. Peut-être qu'au fond, c'est eux qui se préparent à l'arrivée de François Hollande. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de France 2012, sur TV5 Monde. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez naturellement suivre tous ces éléments sur notre site et sur tous les éléments qui nous permettent de rester en contact. Voilà, dans 4 jours, donc premier tour de l'élection présidentielle, nous vivrons cela ensemble. Merci en tout cas pour votre fidélité à cette émission. Excellente suite de programme sur les antennes de TV5 Monde.